Salut les sapiens, dans cette vidéo on va voir l'anatomie descriptive du muscle petit glutéal. Et avant de commencer, je vous rappelle que les schémas de la vidéo sont disponibles gratuitement, donc il vous suffit de cliquer dans le lien de la description, de vous abonner à la newsletter et vous recevrez les schémas qui, je l'espère, vous aideront. Allez, sans plus attendre, on va voir l'anatomie du muscle petit glutéal, c'est parti. Le muscle petit glutéal, anciennement petit fessier, appartient au groupe des muscles glutéaux ou des muscles fessiers et il appartient donc à la région glutéale qui est une sous-partie de la région de la hanche. Le muscle petit glutéal est le plus profond des muscles glutéaux et on peut ajouter le tenseur du fascia lata. Et du coup, il a aussi pour particularité d'être un muscle bipéné et de recouvrir l'articulation coxo-fémorale. Donc, on va commencer par représenter l'origine de ce muscle qui se fait dans une zone d'insertion qui est située entre en haut et en arrière la ligne glutéale antérieure, en bas la ligne glutéale inférieure, en arrière le bord postérieur de l'os iliaque qui répond à la grande échancrure sciatique et en avant à l'échancrure interépineuse entre l'épine iliaque antéro-supérieure et l'épine iliaque antéro-inférieure. Et évidemment, on retrouve l'insertion du tenseur du fascia lata qu'on peut figurer ici déjà, ici à cheval sur la fosse iliaque latérale et sur la crête iliaque dans sa partie toute antérieure. Donc le muscle petit fessier va s'insérer ici, donc sur cette zone, voilà, que ici je mets en pointillé, puisqu'évidemment ensuite on va représenter le muscle et son trajet. Donc ici on aura les insertions par des fibres charnues du muscle petit glutéal sur cette zone-là. Et ensuite, avant de parler un peu plus du corps musculaire et de son trajet, on va évoquer la terminaison de ce muscle qui va se faire en regard, enfin au niveau du grand trochanter, au niveau de sa face antérieure. Et on va faire une vue un petit peu oblique pour voir un peu mieux cette terminaison, parce qu'on va avoir une particularité sur la terminaison du muscle petit glutéal que je vais évoquer tout de suite. Et pour cela, on va représenter voilà, une cavité acétabulaire. On peut représenter schématiquement ici la tête fémorale, comme ceci, voilà. Et ensuite on a le grand trochanter, ici, voilà. Comme ceci, voilà, donc grand trochanter, et on va représenter le bourrelet acétabulaire, au-dessus duquel on va retrouver l'échancrure interépineuse et puis les deux épines iliaques antéro-supérieure et inférieure. Et on va représenter également ici, hop, partie du pubis. Comme ceci. Et du coup, la terminaison, donc on l'a vu, du muscle petit glutéal va se faire sur la face antérieure du grand trochanter dans sa partie latérale, puisque dans la partie médiale, on va retrouver ici le faisceau, enfin le chef récurrent du muscle droit fémoral. Le muscle droit fémoral a trois chefs d'insertion, donc un tendon direct, un tendon réfléchi et un tendon récurrent ici sur le grand trochanter. Et ensuite, au niveau de cette face antérieure du grand trochanter, on a les insertions les plus hautes du muscle vaste latéral. Et alors, maintenant qu'on a évoqué la terminaison de ce muscle glutéal et son origine, on va pouvoir représenter le muscle en question. Donc on va commencer par les fibres les plus antérieures, comme ceci, et ensuite on va fermer
la partie postérieure de ce muscle avec les fibres les plus postérieures, comme ceci. Voilà. À noter donc que le muscle est souvent décrit avec un tendon, effectivement, qui est considéré comme qui fait que le muscle est considéré comme un muscle bipéné selon certains auteurs. Voilà, et ensuite on va colorier le muscle pour figurer ces différentes insertions. Comme ceci. Et donc ensuite ici on a le tendon en question. Donc on va le faire en blanc, ça sera plus fidèle à la réalité et ça évitera de confondre avec les ligaments. Donc on l'a dit, insertion par des fibres charnues au niveau de l'origine, au niveau de la fosse iliaque externe, latérale, et ensuite on a effectivement les fibres ici qui vont se terminer sur ce tendon central quand il est présent. Sinon ça peut être donc soit le muscle est considéré comme bipéné, soit il est considéré comme fusiforme. Et ici du coup on a représenté la disposition bipénée. Voilà, comme ceci. Du coup, voilà pour le corps charnu donc qu'on aperçoit en forme triangulaire à base supérieure et à sommet inférieur, et du coup en forme d'éventail, ce qui fait que les fibres les plus antérieures sont quasiment verticales, pour ne pas dire verticales, et les fibres postérieures sont plus obliques en bas et en dedans. Et du coup, effectivement, on va évoquer la terminaison à cet endroit-là en rajoutant une structure particulière qui est le plan, on va dire, ligamentaire antérieur de l'articulation coxo-fémorale, avec principalement le ligament ilio-fémoral et ses deux faisceaux principaux, à savoir donc le ligament pré-trochantérien et le ligament pré-trochantinien. Donc ces deux faisceaux vont former le ligament ilio-fémoral. Et en bas, on retrouvera, qui fermera la partie inférieure de l'articulation, le ligament pubo-fémoral. Ici comme ceci, et évidemment je ne vais pas la représenter, enfin elle est là, mais évidemment, bon, je la représente quand même. Ici on a la capsule articulaire, donc membrane fibreuse de l'articulation coxo-fémorale. Et justement, j'évoquais cette structure anatomique de l'articulation coxo-fémorale parce qu'on a une particularité à cet endroit-là, c'est qu'on va avoir une expansion aponevrotique depuis le muscle petit glutéal vers le ligament donc de Bertin, donc le ligament ilio-fémoral. Donc ici, on a le ligament, enfin le muscle petit glutéal, et du coup effectivement ce muscle envoie une expansion aponevrotique depuis son tendon sur ce ligament, donc sur le faisceau pré-trochantérien du ligament ilio-fémoral. Et également il envoie des fibres sur le tendon récurrent ici qu'on peut représenter du droit fémoral. Voilà. Ici, bon, je ne sais pas représenter, mais effectivement ici, donc on a la partie visible superficielle du tendon du petit glutéal. Maintenant qu'on a évoqué justement le trajet, le corps musculaire et sa terminaison et sa particularité, on va maintenant rajouter déjà
au passage qu'on a la présence d'une bourse synoviale ici de glissement qui permet aux tendons et aux fibres musculaires de glisser contre l'arête du grand trochanter entre la face supérieure et la face inférieure. Et du coup, on a une bourse de glissement ici, comme on en a une également au niveau du point de réflexion du muscle moyen glutéal sur le grand trochanter avant sa terminaison qui se situe ici. On ne l'a pas représenté, mais évidemment, le moyen glutéal, moyen fessier, se termine ici et l'insertion ici sur la face supérieure du grand trochanter est en provenance du muscle piriforme. Et on le placera tout à l'heure pour montrer le passage de l'innervation et de la vascularisation du muscle petit glutéal. Ensuite, du coup, maintenant qu'on a parlé de l'origine, de le trajet et de la terminaison, on va évoquer les actions de ce muscle. Alors tout d'abord, on va partir sur les actions, on va dire, dynamiques de ce muscle, avec du coup, justement, un point fixe coxal, os coxal, et un point mobile fémoral. Du coup, effectivement, la contraction, si on s'intéresse à l'orientation des fibres, on se rend compte que la contraction de ces fibres musculaires va entraîner une abduction du fémur sur la hanche, sur l'os iliaque, mais également une flexion de par l'orientation des fibres les plus postérieures et même les antérieures. On comprend, vu que c'est en avant, on se situe en avant de l'axe, on va dire, de l'axe latéral de l'articulation coxo-fémorale, qu'effectivement les contractions vont favoriser les flexions, en plus justement de l'abduction. Donc l'abduction est principalement assurée par le moyen fessier et le petit fessier est un abducteur accessoire. Par contre, en termes de flexion, il est beaucoup plus fléchisseur que le moyen fessier. Ensuite, du coup, il a également des composantes de rotation qu'on va représenter ici pour mieux se les figurer. On va représenter une vue supérieure de l'articulation, très schématique. Voilà, comme ceci, on représente en vue supérieure l'os iliaque, très schématiquement. Comme ceci ici, voilà, on peut représenter le foramen obturé et la branche ischio-pubienne ici. Ici, en pointillé, on représente la tête fémorale et son axe central, enfin son centre, pardon, excusez-moi. Et ici, on va figurer schématiquement, du coup plus en arrière de la tête, la face supérieure du grand trochanter, et on aura effectivement le muscle moyen fessier et ses faisceaux antérieurs ainsi que ses faisceaux postérieurs qui vont venir s'insérer du coup sur la face antérieure du grand trochanter ici. On peut figurer, pour ne pas l'oublier, la présence de la bourse synoviale ici, de glissement. Et ensuite, effectivement, si on trace le trivecteur, on va prendre une couleur, on va tracer le trivecteur justement des forces exercées par ce muscle. Hop, comme ceci, voilà, on s'aperçoit, bon, là c'est assez schématique évidemment, bon c'est pas vraiment l'angle droit, vous m'excuserez, mais du coup on s'aperçoit qu'effectivement les fibres antérieures, du coup en se contractant, ont plutôt une tendance à entraîner une rotation médiale au niveau de l'articulation coxo-fémorale, alors que les fibres les plus postérieures, en se contractant, ont plutôt tendance à entraîner une rotation latérale. Donc en plus d'être abducteur et fléchisseur, le muscle petit fessier est rotateur pour les fibres antérieures médiales, pour les fibres postérieures latérales. Et évidemment, quand les fibres se contractent en même temps,
eh bien on se rend compte qu'on a un rôle de stabilisation de l'articulation coxofémorale. Ce qui nous envoie maintenant à évoquer le rôle en statique de ce muscle, qui est un muscle stabilisateur latéral de l'articulation coxofémorale. Et surtout, du coup, en appui monopodal, c'est ça qui est intéressant à comprendre. Donc si je représente ici, très schématiquement, voilà, en coupe frontale, passant du coup par les articulations coxofémorales ici, je représente vraiment de manière très schématique. On va se rendre compte qu'effectivement, si effectivement en appui monopodal et à la marche, donc ici je trace une ligne horizontale passant par les crêtes iliaques et parallèle au sol. Et du coup effectivement, si voilà, on représente ici à nouveau le muscle petit glutéal et on va rajouter le muscle petit fessier ici. Donc ces deux muscles-là sont effectivement des muscles stabilisateurs latéraux de l'articulation coxofémorale. Et du coup, en fait, ce qui se passe à la marche où on appuie monopodal, donc sur un pied, donc sur le pied droit ici, c'est que effectivement, quand on lève le pied gauche, on va avoir évidemment tout le poids qui va basculer vers le côté gauche puisqu'il n'y a plus d'appui au sol. Et du coup, ça va entraîner naturellement une bascule du côté du pied levé, donc une bascule du bassin qui va donc descendre du côté gauche ici, puisqu'ici on est à gauche et ici à droite. Et du coup, le déséquilibre au niveau du bassin va être compensé par le muscle, alors principalement le muscle moyen glutéal, c'est lui le plus puissant pour corriger ce déséquilibre, mais effectivement le muscle petit glutéal participe de cette action de manière synergique. Et du coup, c'est important de comprendre ça, parce que dans certaines situations, la paralysie ou la parésie de ces muscles entraîne une démarche très particulière, qui est donc ce qu'on appelle un signe de Trendelenburg positif, et c'est ce qu'on verra dans la vidéo consacrée aux muscles moyen fessiers. Mais en gros, si vous n'avez pas effectivement cette stabilisation latérale en appui monopodal sur un pied, mais effectivement, au lieu de rester à l'horizontale, le bassin va basculer. Et en basculant, le reste du corps va chercher à compenser le déficit de fonction des muscles moyens et petits fessiers. Et du coup, de ce fait, il va y avoir des compensations qui vont se faire sur la partie plus supérieure du corps et qui vont justement faire des ajustements, mais de type justement vous allez, la personne qui a une paralysie une parésie des muscles moyens et petits fessiers, glutéaux, va naturellement, pour compenser le déséquilibre du bassin, se déporter le haut du corps un peu plus, là je caricature bien sûr, mais il va se déporter un peu plus sur le côté du pied en appui monopodal pour faire contrebalancier au déséquilibre du côté gauche. Voilà, et donc on verra ça plus en détail donc dans la vidéo sur le muscle moyen fessier et également sur la vidéo qu'on consacrera justement au signe de Trendelenburg. Voilà, donc ensuite on évoque l'innervation ainsi que la vascularisation de ce muscle. Donc pour ce faire, on va représenter ici le muscle piriforme juste pour donc, son bord supérieur ici et son bord inférieur. Donc schématiquement, c'est juste pour figurer l'espace supra-piriformien par lequel va passer justement le muscle en question. Ici, voilà. Donc ici c'est le piriformien, on peut représenter son tendon, muscle piriforme, et espace suprapiriformien. On a ici parfois qui est décrite une espèce d'arcade, dite de buisson, donc pas comme un buisson, mais buisson, à travers laquelle va passer principalement
l'artère glutéale supérieure. Mais du coup, on va déjà commencer par parler de l'innervation. Est-ce que j'ai un jaune un peu plus pétant ici? Hop, voilà, pour représenter donc le nerf glutéal supérieur. Donc il y a un nerf glutéal supérieur, un nerf glutéal inférieur. L'innervation du muscle moyen fessier, petit fessier et tenseur du fascia lata est donc assurée par ce nerf glutéal supérieur. Et du coup, il va naître du plexus sacré et des branches antérieures du plexus sacré L4, L5 et S1. Et du coup, il va sortir du bassin par la fameuse petite échancrure, enfin la grande échancrure sciatique, mais du coup l'espace supra-piriformien ici. Et du coup, ensuite, il va se diviser en deux branches principales qui vont cheminer donc dans la partie la plus profonde de la loge glutéale. Et effectivement, ici, on les représente schématiquement, voilà, et vont innerver donc le muscle ici petit glutéal qui nous intéresse. Donc innervation L4, L5, S1. Ensuite, on va représenter la vascularisation artérielle, donc qui vient, elle, de l'artère glutéale supérieure, qui est donc une branche collatérale de l'artère iliaque interne, anciennement hypogastrique. Et du coup, on a ici, pareillement, alors je ne vais pas la représenter, mais elle va être satellite du nerf, comme ceci, et voilà, on a l'artère glutéale supérieure qui va aller vasculariser le muscle petit glutéal. Et évidemment, on aura ici une disposition satellite d'une veine, qui est la veine glutéale inférieure, qui elle ira se jeter dans la veine iliaque interne, donc dans la veine hypogastrique. Voilà pour l'anatomie descriptive de ce muscle petit glutéal. Ajoutons donc en plus des notions cliniques que j'ai abordées à propos du signe de Trendelenburg, je vous évoque aussi d'un point de vue physiopathologique, on va dire, et d'un point de vue clinique. Donc avec la présence de cette bourse, on peut avoir, et la plupart du temps, effectivement, la plupart des altérations bénignes du muscle moyen fessier, non traumatiques, on va dire, sont plutôt d'ordre du coup tendineuse, avec des tendinalgies ou des tendinopathies, ou alors des douleurs à type de contracture ou de myalgie. Et également, évidemment, puisqu'on a la présence d'une bourse de glissement ici, et bien évidemment, on peut avoir également une bursite ou une bursopathie, pour être plus généraliste. Tac. Et du coup, voilà, on a, d'un point de vue clinique, des signes, des phénomènes lésionnels qui peuvent être qui peuvent siéger au niveau de la hanche, et le patient va les décrire justement, et effectivement, ça sera à vous de déterminer quelle est la structure précise qui déclenche la douleur en question. Voilà pour cette vidéo sur le petit glutéal. Je vous remercie de votre attention et je vous rappelle une fois de plus que je mets à votre disposition des petites formations pour vous aider à améliorer votre apprentissage de l'anatomie ainsi que votre méthode de travail, et donc principalement pour les études médicales et paramédicales. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine. Salut!